Les amis, aujourd'hui on va s'attaquer à 18 sujets qui sont parfois controversés et je vais vous donner mon avis si c'est surcoté, sous-coté. On parlera aussi de techniques plus traditionnelles et de méthodes que vous avez déjà probablement rencontrées. Attention, j'aurai qu'une minute pour justifier mes propos et on va découper ça en 3 catégories: entraînement, nutrition, puis sujet d'actualité sur le fitness. C'est parti. Quel rôle le tempo joue dans la prise de masse musculaire? Ok, le tempo d'exécution, c'est totalement sous-coté. C'est hyper intéressant dans un objectif de prise de muscle parce que ça standardise les répétitions. En fait, on veut que la première rep soit la même que la dernière rep. Et pour ça, il faut utiliser un tempo d'exécution. Par contre, est-ce qu'il faut toujours avoir des mouvements lents et contrôlés? Pas forcément. Il faut même plutôt miser sur l'explosivité lorsqu'on cherche à prendre du muscle, même lorsqu'on cherche à prendre de la force. Mais il faut miser sur l'explosivité lors de la phase concentrique et pas de la phase excentrique. C'est pour ça que lorsque je vois des pratiquants de musculation qui s'excitent aussi bien sur la descente que la montée, bah ça c'est pas intéressant pour la prise de muscle. Par contre, lorsque vous avez un mouvement contrôlé sur l'excentrique et que vous donnez tout sur la concentrique, donc vous avez l'intention d'aller le plus vite possible, là ça va être efficace pour la prise de muscle. Donc, utilisez des tempos, ne serait-ce que pour standardiser vos répétitions. Ne ralentissez pas la phase concentrique à moins que vous soyez un débutant en apprentissage technique. Au-delà de ça, allez le plus vite possible sur la concentrique. Que vaut vraiment la technique d'entraînement en cluster? Bah, c'est une bonne technique les clusters, hein. Après, c'est pas une technique magique. Il faut juste le voir comme un outil dans la caisse à outils du développement musculaire. C'est comme les supersets, les drop sets et toutes les autres techniques d'intensification. Le cluster, on n'y pense pas souvent parce que c'est pas très populaire, mais je suis convaincu que dans une logique de prise de force, et du coup la prise de force, ça a quand même un lien avec la prise de muscle, hein. Dans une logique de prise de force, ça peut être très intéressant. Je crois que j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Je suis partisan des clusters sur le premier exercice de votre séance, l'exercice principal de votre séance par exemple. Si vous faites du push-pull legs sur la séance push, ça pourrait être du développé couché. Sur la séance pull, ça pourrait être du soulevé de terre ou des tractions. Sur la séance legs, ça pourrait être des squats. Vous faites du cluster sur ces exercices-là lorsque vous êtes frais et que vous pouvez tout casser en termes de performance. Et puis après, vous récupérez un format un peu plus classique bodybuilding pour les autres exercices de votre séance. Mais du coup, les clusters 100% partisans, je le recommande à 100%. Comment débloquer le plateau en musculation? Débloquer le plateau en musculation. Bon, on continue à s'entraîner, tout simplement. Les plateaux de stagnation, ils sont presque obligatoires en musculation. Tout le monde est passé par là. Et je pense même, je l'ai dit plusieurs fois, que la progression, elle n'est pas linéaire, mais elle est cyclique. C'est-à-dire que c'est pas possible de prendre du muscle régulièrement, semaine après semaine, mois après mois, de manière linéaire. Et c'est pareil pour la perte de gras d'ailleurs, hein. C'est très rare de perdre, par exemple, 500 grammes par semaine, toutes les semaines, pendant 10 semaines. C'est toujours cyclique. Donc, il faut trust the process. Pas mal, hein, mon accent anglais. J'étais obligé de sortir cette phrase parce qu'en français, elle est pas terrible. Mais il faut faire confiance au processus, en fait. Faire un programme de musculation qui est cohérent, le suivre de A à Z et ne pas commencer à changer les choses parce que vous sentez qu'il y a un petit peu de stagnation pendant quelques jours, voire même quelques semaines. Continuez, accrochez-vous et si jamais vous avez fait les choses bien, vous ne pouvez que progresser. Surcoté ou sous-coté, ressentir son muscle pendant toutes les séries? Ah, c'est pas cool d'avoir posé. C'est pas cool d'avoir posé cette question. Je dirais sous-coté. Je pourrais dire sur-coté aussi, parce que certains pratiquants se reposent uniquement sur ça, sur le ressenti, mais ils sont pas assez expérimentés pour savoir ce que c'est vraiment sentir un muscle. Quand je dis que c'est important, parce que je le dis souvent, c'est pour ça qu'on m'a posé cette question, je pense, hein. Quand je dis que c'est important de ressentir un muscle, c'est que si vous faites du développé couché et que vous sentez vos épaules, il y a un problème. Et ça, c'est une histoire de ressenti. Vous avez beau avoir une technique parfaite, entre guillemets, enfin, elle sera pas parfaite si vous ne sentez pas les pectoraux, mais vous avez beau avoir une bonne technique, si vous sentez pas le bon groupe musculaire, celui que vous avez envie de développer, bah c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc faut être attentif à son ressenti dans une certaine mesure. Faut pas prendre le ressenti comme une excuse pour valider n'importe quelle technique d'exécution ou n'importe quelle méthode d'entraînement. J'ai déjà vu des pratiquants dire « Ouais, moi je fais toutes mes séances en superset parce que j'ai un bon ressenti ». Non, là tu te vois la face et tu dis n'importe quoi. Je fais du drop set à toutes mes séries parce que j'ai un bon ressenti. C'est pareil. Je pense qu'on peut faire confiance en ressenti dans une certaine mesure, mais il faut quand même garder un peu de recul. Surcoté ou sous-coté, l'entraînement en superset antagoniste? C'est ni l'un ni l'autre. Moi j'adore. Je le fais souvent, aussi bien pour mes séances pec-dos que mes séances épaules-bras. Enfin, je fais le biceps, triceps en superset. Je suis partisan de ça parce que d'une part, ça permet de réduire le temps d'entraînement, la durée de la séance. En plus, quand on a une logique de perte de gras, ça provoque une dépense calorique qui est quand même assez importante. Ça provoque une congestion qui n'est pas désagréable, faut le dire. Je pourrais pas dire que c'est sous-coté parce que techniquement, il n'y a pas d'avantage vraiment physiologique niveau prise de muscle à s'entraîner en superset, quoique, on pourra en discuter, mais ne serait-ce que pour rendre la séance un peu plus ludique et puis gagner un peu de temps, bah, je pense que c'est quand même une bonne idée. En tout cas, moi je continuerai de m'entraîner en superset, que ce soit sur pec dos, épaule bras, même mes séances jambes, des fois je les fais en superset, hein, j'alterne du leg curl et du squat, je continuerai à le faire comme ça, de toute façon. Donc testez à l'occasion si jamais ça vous intéresse. Les stratégies de récupération avancées ont-elles un impact sur la croissance musculaire, comme les bains froids, la cryothérapie, les massages? On est où là? On est dans les commentaires YouTube de mes précédentes vidéos.
Bien sûr que ça a une incidence, une application. En fait, il faut bien capter que, je le vois, hein, quand sur certaines de mes vidéos, des personnes disent « Ouais mais Nassim, est-ce que ça a vraiment une influence tout ce que tu nous dis sur la récup et même sur d'autres choses qui sont relatives à l'entraînement ?» Oui, ça a une incidence. N'oubliez pas que la prise de muscle et même la perte de gras dans une certaine mesure, c'est un processus lent qui prend du temps. Donc il faut s'attacher à respecter aussi les détails. Alors certes, on peut développer un très bon physique avec les basiques, sans se casser la tête avec des stratégies avancées de récupération. Mais personnellement, c'est mon but, hein. Peut-être que c'est le vôtre aussi, je veux progresser le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles. Et pour ça, il faut quand même s'attacher un petit peu aux détails. Oui, c'est important, oui, c'est sous-coté, mais après, ça dépend comment vous envisagez votre progression et à quel point vous avez envie de vous investir dans l'accomplissement de vos objectifs. Moi, personnellement, je suis du genre passionné, quand j'ai un objectif, je veux tout faire pour l'atteindre. Intensité vs volume, lequel est le meilleur? Comment choisir celui à privilégier? C'est une question compliquée, hein. J'aurais tendance à dire que le volume c'est le plus important. Mais en fait non, parce que l'intensité est quand même ultra importante. J'ai pas de réponse définitive et même moi, je suis un peu partagé entre le fait de m'entraîner beaucoup et de m'entraîner très dur. Parce que techniquement, on peut pas faire les deux en même temps. Si on s'entraîne très dur, forcément ça va réduire notre capacité à avoir un volume d'entraînement assez important. Je suis en train de réfléchir en même temps que je réponds à la question. Je peux pas mettre la priorité sur l'un plutôt que sur l'autre. Peut-être que si je devais coacher un pratiquant particulier, c'est-à-dire avec une expérience particulière, un débutant, un avancé ou un expert, peut-être que je mettrais plus l'accent sur l'une des deux choses en fonction de l'expérience de ce pratiquant. Un débutant, typiquement, je vais pas mettre l'accent sur l'intensité, mais plutôt sur l'apprentissage technique évidemment, mais l'accumulation du volume. Et puis ensuite, une fois que la technique est bien maîtrisée et qu'on a un certain volume, on peut commencer à envisager à s'éclater la tronche à la salle. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on est vraiment débutant. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais vous avez bien vu que j'étais partagé. Surcoté ou sous-coté, mettre un exercice d'isolation en premier dans sa séance de musculation? Je vais dire sous-coté, mais pas 100% convaincu. En fait, les exercices d'isolation, il faut vraiment les traiter comme des exercices polyarticulaires. Enfin, il faut les traiter comme des exercices tout court. Je ne vous recommande pas de faire une distinction entre isolation et polyarticulaire, parce que les deux peuvent provoquer une croissance musculaire significative. Il y a même des groupes musculaires où on peut faire que de l'isolation. Les ischios, par exemple, le leg curl et le soulevé de terre jambes tendues, c'est deux exercices d'isolation. Et pourtant, ils sont très efficaces pour l'hypertrophie. Donc, ne vous cassez pas la tête avec l'ordre des exercices et traitez vos exercices d'isolation comme des exercices sur lesquels vous allez mettre de l'intensité, vous allez surcharger progressivement. Ne les considérez pas comme des finishers, mon mot préféré, parce que c'est pas le cas. Il faut que vous puissiez les considérer comme des exercices en tant que tels. Donc moi je mets très souvent des exercices d'isolation en premier exercice de ma séance, mais je les traite vraiment comme des exercices. Y a-t-il une utilité de faire des reps partiels en début de mouvement, fin de mouvement? Oui, 100%. 100% d'utilité, surtout dans la position étirée. Donc on ne peut pas dire début ou fin de mouvement parce que ça dépend des exercices. Il y a des exercices où on commence par la concentrique, des exercices où on commence par l'excentrique. Donc les reps partiels dans la position étirée sont particulièrement intéressantes pour l'hypertrophie. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a super longtemps, il y a peut-être 6 ou 7 ans, sur ce qu'il fallait choisir entre les reps partiels et les reps trichés. Et j'avais bien dit que les reps partiels étaient bien plus intéressants. Reps partiels avec une bonne technique plutôt que reps trichés. Alors attention, je vais quand même nuancer. Si vous êtes débutant, que vous avez disons entre 0 et 1 an à la salle de sport, ne faites pas de reps partiels. Entraînez-vous à maîtriser la technique d'exécution sur toute l'amplitude du mouvement. Après, quand vous gagnez un petit peu d'expérience, effectivement, ça peut être intéressant comme technique d'intensification, on va appeler ça comme ça, de faire des reps partiels sur la position étirée. Je faisais ça moi par exemple sur du curl incliné pour les biceps, sur des écartés couchés pour les pectoraux, je le faisais sur du sissy squat pour les quadriceps, du soulevé de terre jambes tendues pour les ischios. C'est brutal mais particulièrement efficace. Sous-coté ou surcoté, les séries de 100? Surcoté. Mais c'est surcoté, il n'y a pas besoin d'une minute. Ça sert à quoi Alors les séries de 100 d'un coup? Non mais ça c'est une vieille technique, j'ai l'impression, vieille technique des années 90, faites des séries de 100 pour rattraper un point faible, ça c'est des conneries. Il y a d'autres manières de rattraper un point faible de manière plus cohérente. Par contre les séries de 100 en rest-pause, ça j'aime bien. Mais je sais pas si on considère ça comme des séries de 100. Par exemple, vous prenez une charge de travail avec laquelle vous pouvez faire 20 reps et vous faites une série de 100 en rest-pause avec un minimum de récup. Ça j'aime bien parce que ça permet d'accumuler beaucoup de volume en très peu de temps et puis ça forge le caractère aussi. Faites ce genre de truc sur du hack squat ou sur du développé couché, sur des exercices d'étirement parce que ça brûle de fou. C'est intéressant, mais les séries de 100 d'un coup, non, non, non.
surcoté. Avant de passer aux questions sur la nutrition, pensez à vous abonner les amis. Si vous avez appris des choses, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Vous n'oubliez pas d'activer la cloche pour activer les notifications. Comme ça, vous ne ratez pas les prochaines vidéos de 2024 parce qu'il y en a des très intéressantes. Calories vs macronutriments. Est-ce qu'il vaut mieux respecter son total calorique ou ses macronutriments? Eh ben, c'est macronutriments, définitivement. On fait de la muscu. Donc, il faut savoir combien de protéines, de glucides et de lipides on consomme. Et puis, lorsqu'on respecte son total en macronutriments, automatiquement, on respecte aussi son total en calories. Ne vous donnez pas un total calorique et vous le remplissez comme vous voulez. Ça marche pas comme ça. On a deux contraintes en fait. Il faut le total, enfin plutôt les macronutriments et ensuite le total calorique. Mais les deux vont un petit peu de pair. Mais comment je fais moi dans ma propre diète? C'est clair que je respecte avant tout les macronutriments. Est-ce que les techniques pour améliorer sa testostérone naturellement ont vraiment des résultats significatifs? Oui, je pense que ça a une influence significative, mais je dirais plutôt qu'il faut faire attention à ne pas faire baisser son taux de testostérone à cause des perturbateurs endocriniens, etc., plutôt que de chercher à tout prix à l'augmenter. Parce que l'augmentation du taux de testostérone dans des limites physiologiques, ça va pas avoir une influence incroyable sur la prise de muscle. Par contre, ça a une influence assez significative sur le bien-être général. Donc, quoi qu'il en soit, il faut chercher à optimiser ces sécrétions de testostérone, surtout en évitant qu'elle soit baissée à cause des perturbateurs endocriniens, de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, de la malbouffe, plutôt que de chercher à l'augmenter avec des compléments qui ne fonctionnent pas toujours, voire même très rarement, et d'avoir des espérances qui sont un petit peu démesurées. Mais oui, ça a clairement une incidence significative. Surcoté ou sous-coté? Manger clean. Manger clean, c'est ni surcoté ni sous... Enfin, manger... Mais non, c'est bien de manger clean. Non, c'est bien de manger clean. Il faut manger clean, il faut manger clean. Après, est-ce que c'est surcoté? Non, mais je dirais que, en fait, c'est difficile le rapport à la nourriture. En fonction des individus, en fonction des objectifs, en fonction de l'environnement. Il faut dire les choses comme elles sont. Manger de la malbouffe, ça ne sert absolument à rien. Donc, je vais quand même pas vous encourager à vous dire mangez clean, mais pas trop, faites-vous plaisir de temps en temps, quand vous voulez. En fait, non, on devrait tous aspirer à manger le plus clean possible, le moins transformé possible, le plus brut possible, parce que c'est comme ça qu'on a été fait en fait. C'est clair que des chips, des tacos, etc., ça n'existait pas il y a quelques centaines d'années. Donc pourquoi on devrait en consommer? Et je prends un exemple extrême, mais c'est valable un petit peu pour tout ce qui est industrialisé. Donc manger clean, c'est pas surcoté. Manger clean. Tout le monde devrait manger clean. Surcoté ou sous-coté? L'ashwagandha. Est-ce qu'on s'attend à ce que je dise surcoté? Je vais pas dire surcoté, je dirais sous-coté, je sais pas. L'ashwagandha, je trouve quand même que c'est très intéressant, mais pas pour l'augmentation de la testostérone. Même si ça a eu une petite influence sur la testostérone, comme je l'ai dit juste avant, ça va pas avoir vraiment d'influence sur votre prise de muscle. Par contre, comme moyen de réduire le stress, c'est très intéressant. Et l'ashwagandha, j'en ai consommé passé un moment, j'en ai plus pour l'instant, mais c'est un complément que je recommande, ne serait-ce que pour l'influence sur le cortisol et le stress en général. Donc non, c'est pas surcoté l'ashwagandha. Manger liquide, est-ce que c'est la même chose que manger des aliments en entier? Alors ça serait intéressant de poser la question à un diététicien. Je dirais que non, ce n'est pas la même chose parce que la digestion n'est pas la même. En plus, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la matrice d'un aliment. En fait, quand vous prenez par exemple un steak de bœuf, c'est pas la même chose que le même steak qui a été haché. C'est le même aliment, mais étant donné que la matrice de l'aliment a été changée, c'est-à-dire qu'on l'a haché en tout petits morceaux, techniquement, ça devrait ne pas avoir exactement le même effet sur l'organisme. Et ça, je suis sûr que s'il y a des diététiciens qui regardent cette vidéo, ils pourront confirmer ça en commentaire. Donc, le fait de changer la matrice d'un aliment en le mixant, potentiellement, ça n'aura pas les mêmes effets sur le corps. Est-ce que ça va avoir des effets néfastes ou des effets bénéfiques? Là, c'est une autre question et je pense que c'est au cas par cas en fonction des aliments. Mais j'aurais tendance à ne pas recommander, enfin je sais pas dans quel cas de figure on pourrait mixer des aliments, à part pour un smoothie, mais un smoothie ça reste ok. Mais si vous me dites, comme j'ai vu certains pratiquants de muscu le faire, de mixer du poulet ou des trucs comme ça, peut-être que c'est pas une bonne idée. Surcoté ou sous-coté? Sam Sulek. Sam Sulek, on pourrait pas. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est surcoté? Non, je pense que c'est très cool ce qu'il fait. J'ai regardé plusieurs de ses vidéos et je les ai trouvées. Alors, c'est difficile de dire qu'elles sont intéressantes parce que c'est du vlog où on le voit bouffer des céréales, de la junk food et faire ses entraînements de dingue. Mais je trouve quand même que c'est intéressant parce qu'il le fait d'une manière qui est quand même assez authentique. Alors, je connais pas le gars, ça se trouve qu'il est pas du tout comme ça dans la vie réelle, mais il a l'air quand même de vouloir juste partager sa passion, de faire son truc dans son coin. Alors, je sais qu'il y a eu des rivalités avec d'autres youtubeurs, je crois
crois que c'était Alex Eubanks, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je crois que c'est parti un petit peu de là, la popularité de Sam Sulek, sa rivalité avec cet autre youtubeur. Tout ça pour dire que j'ai l'impression que ce qu'il partage, c'est authentique, c'est plutôt cool. Alors évidemment que je partage pas les mêmes conseils en termes d'exécution, en termes d'entraînement, en termes de lifestyle, en termes de stéroïdes, mais bon, il faut tout pour faire un monde. Et s'il y en a certains qui se reconnaissent là-dedans, bah, je trouve que c'est pas trop mal. En plus, le succès qu'il a, il est quand même incroyable, et ça force le respect. Je dirais pas surcoté, non. Surcoté ou sous-coté, long length partial reps. Quel anglais incroyable! Les reps partiels dans la position étirée. Je sais pas si vous avez suivi, il y a beaucoup de youtubeurs américains qui ont fait des vidéos sur les reps partiels dans la position étirée parce qu'il y a une étude scientifique qui est sortie, je crois il y a quelques semaines, voire même quelques mois, qui démontrait que c'était plus efficace que de faire des des reps en amplitude complète. En fait, on sait depuis longtemps que la forte tension d'étirement, c'est incroyablement efficace pour l'hypertrophie. Et c'est pas surprenant qu'on nous sorte une étude scientifique qui nous dit que faire juste des demi-reps ou même des quarts de reps dans la position étirée, c'est efficace pour l'hypertrophie. Qu'est-ce qu'il faut en retirer? Est-ce que c'est quelque chose que vous devez intégrer à votre entraînement? Peut-être, mais pas sur tous les groupes musculaires et pas sur tous les exercices. Parce que n'oubliez pas que faire un mouvement dans la position très étirée, c'est très difficile. Et si vous avez un groupe musculaire en point faible, vous allez avoir toutes les chances de compenser avec d'autres groupes musculaires. Donc, on va dire que c'est sous-coté, parce que c'est très efficace, mais attention lorsque vous l'utilisez. Comment trouver l'équilibre entre plaisir et optimisation? La question existentielle. Je sais même pas si moi-même j'arrive à trouver l'équilibre. Je pense que si, parce que sinon je progresserais pas comme j'ai progressé. Je pense que c'est vraiment une question d'expérience, peut-être une question de maturité. Oh, la vidéo elle a pris un tournant très sérieux d'un coup. Parce que c'est très difficile quand on a la vingtaine de se dire ok, je vais couper toutes les sources de plaisir instantané et je vais essayer d'optimiser tout ce que je peux optimiser. J'aurais même tendance à dire que c'est quand même un peu malsain parce que la musculation c'est cool, hein. Prendre du muscle c'est très cool, améliorer son bien-être c'est très cool, mais il faut pas oublier que dans le bien-être il y a aussi d'autres notions et les notions d'avoir une vie sociale et de pas devenir un ermite qui refuse absolument tout. Donc il faille se mettre trop la pression et il faut juste essayer de prendre un maximum de bonnes décisions au quotidien. Et puis au fur et à mesure des mois et des années, vous allez voir que vous serez plus en alignement avec vos propres décisions et que ça deviendra une seconde nature d'arriver à favoriser l'optimisation plutôt que le plaisir instantané sans en souffrir dans la vie. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que toutes ces petites infos vous ont plu les amis. Si vous voulez aller plus loin et découvrir les 6 habitudes qui ruinent votre santé, j'exagère même pas, vous cliquez ici et vous allez voir la vidéo, elle est très intéressante. J'espère que tout ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et mettez un petit commentaire. Et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. A plus.